Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Merci. Bonjour, je m'appelle Nicolas Mathieu, je travaille chez LG Electronics. Donc on est fabricant de pompes à chaleur, que ce soit du RO, du RR, on est fabricant de compresseurs. Et on va vous présenter aujourd'hui une solution complète dans le cadre de la rénovation des bâtiments, plutôt centrée tertiaire, même si c'est aussi valable pour le résidentiel. Cette rénovation, elle est là pour prendre en compte tous les usages à l'intérieur du bâtiment, tous ceux qui vont nous concerner dans le traitement du chauffage, de la clim, de la ventilation. Et on parlera de ce produit qui est ici, qui est l'AC Smart 5, qui permet de mettre en musique tous les équipements, tous nos équipements, pour permettre donc de coller à toutes les contraintes d'un bâtiment d'aujourd'hui et de demain. Alors la qualité environnementale du bâtiment, dans le traitement du chauffage et de la climatisation et de la ventilation, ça concerne plusieurs points différents qui vont être le premier, le plus basique on va dire, c'est le confort thermique, c'est la température et l'hygrométrie. Donc être dans un bâtiment, c'est déjà qu'il soit confortable, que ce soit pour y rester pour travailler, que ce soit pour aller faire du shopping ou pour toute autre activité. Il faut donc qu'on puisse traiter correctement la température et l'hygrométrie, qui est une composante importante aussi pour la notion de confort dans les bâtiments. Un deuxième aspect qui est de plus en plus important à l'intérieur du bâtiment, volontairement je n'ai pas remarqué l'actualité de ces jours-ci, enfin de ces mois-ci même, mais c'est la qualité de l'air et notamment avec la gestion des particules fines, la réduction des particules fines et du taux de CO2. Ce sont des sujets, ça fait longtemps qu'on en parle. Bien sûr, ça revient sur le devant de la scène avec la crise sanitaire, mais ce sont des points qui sont depuis longtemps très importants, que ce soit pour l'hygiène, la partie CO2 pour la santé, et les particules fines, encore plus importants et encore plus problématiques, que ce soit dans les centres-villes et malheureusement dans beaucoup d'autres endroits, on l'entend assez, que la qualité de l'air est meilleure à l'extérieur que dans les bâtiments. Une autre composante, c'est la consommation et l'empreinte écologique des produits. C'est-à-dire que l'utilisateur ne va pas forcément le voir comme un point important au niveau du bâtiment, dans l'usage du bâtiment, mais c'est bien sûr un point primordial, c'est qu'il faut pouvoir traiter le confort et la qualité d'air du bâtiment, tout en restant cohérent et en améliorant que ce soit les consommations, que ce soit l'impact écologique de l'ensemble du bâtiment et donc de nos équipements CVC. Alors, juste avant de passer à la partie qualité de l'air, je reviendrai juste sur le confort. Donc, toutes les unités qu'on propose, et comme beaucoup d'ailleurs, elles sont bien sûr régulées en fonction de la température ambiante. On traite avec des émetteurs. Ces émetteurs ont une télécommande, ont des sondes d'ambiance pour pouvoir avoir une température qui soit celle qu'on demande. Ça ne suffit pas et aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, tous nos équipements sont aussi équipés de sondes d'hygrométrie. Donc on mesure l'hygrométrie dans les pièces et on va réguler nos unités pour arriver à maintenir le mieux possible cette hygrométrie pour qu'elle reste toujours entre 40 et 60% d'humidité dans les pièces. Et c'est en activant ces chauffages, systèmes de chauffage, de climatisation, en gros, qu'on va, faire qu'ils vont déshumidifier ou déshumidifier le moins possible, suivant ce qu'on veut atteindre en termes de confort au niveau de l'hygrométrie. Autre point, donc, ça va être la qualité de l'air. Alors la filtration donc, est extrêmement importante, que ce soit aujourd'hui ou même hier et demain bien sûr. Nos unités sont équipées de filtration spécifique. Donc sur à peu près 95%, voire un petit peu plus de nos produits, c'est-à-dire on va parler ici des unités murales traditionnelles, des unités cassettes ou des unités gainables dans les bâtiments. Toutes ces unités sont équipées de filtration spécifique. Ici pour un mural, on va avoir une filtration de particules fines, on va avoir des rayons UV, donc des lampes UV à l'intérieur des produits qui vont pouvoir tuer bactéries, virus, pour maintenir une qualité de l'air qui soit la plus saine possible
à l'intérieur de toutes les pièces. Ça permet vraiment que le produit ne soit pas un contaminant, donc un climatiseur, juste de faire remonter les poussières, les particules, notamment dans la crise du coronavirus, mais aussi un produit qui va permettre justement de filtrer l'air, et sur deux niveaux, notamment pour les virus. Un, c'est les UV, bien sûr, qui tuent les virus, mais aussi dans la propagation, c'est-à-dire en enlevant les particules fines, on enlève bien sûr les médias sur lesquels vont se fixer bactéries et virus pour être diffusés dans l'air. Donc cette qualité de l'air, elle est hyper importante, notamment dans la gestion des particules fines. Autre point sur la filtration de l'air sur les cassettes 4 voies. Les cassettes 4 voies, ça représente pratiquement l'intégralité des unités qui vont équiper le retail, donc toutes les zones commerciales. Il y a énormément de cassettes dans ces zones-là. Sur nos cassettes, on a toute cette partie filtration, c'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir des filtres électromagnétiques et des filtres certifiés avec des capteurs de particules fines pour pouvoir capter des particules EPM10, EPM2.5 ou EPM1, suivant la taille, pour vraiment réduire ces particules fines. Et après les cassettes, c'est bien sûr les gainables qui sont une partie importante aussi. Donc les gainables, c'est dans les bureaux principalement et dans l'hôtellerie. Ce sont des unités qui sont plébiscitées dans l'hôtellerie et de plus en plus dans les bureaux. Ces gainables sont aussi équipés de filtration. Ici, on le voit avec des filtrations MERV, c'est équivalent à un EU7 à peu près. Donc c'est une filtration fine pour des bureaux et équipé en plus de lampes UV, là aussi pour la destruction de bactéries et virus. Donc déjà avec ces unités-là, juste de façon intrinsèque, sans une gestion spécifique, seulement avec le produit, on va pouvoir garantir, en plus de la température et de l'hygrométrie, on va pouvoir garantir une qualité de l'air qui soit optimale à l'intérieur de bâtiments. L'utilisateur est bien sûr extrêmement important au sein du dispositif. Et il faut le faire adhérer, en fait, cet utilisateur, à l'utilisation des produits, à faire en sorte qu'il soit acteur pour ne pas être réfractaire. C'est vraiment un point important. Donc il faut une ergonomie des produits, que les contrôles soient simples, qu'ils soient visuels, que ce soit facile à utiliser, compréhensible, pour qu'il ne fasse pas l'inverse de ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas que couper les produits ou par méconnaissance qu'il arrête les fonctionnements, qu'il trouve que ça fait trop de bruit, qu'il trouve que je ne sais quoi encore, qu'il puisse vraiment adhérer au système. Donc pour ça, vous voyez ici des copies d'écran des régulateurs standards qu'on vend avec les produits, qui sont donc des télécommandes murales en général. Et ici, vous voyez les températures affichées, les hygrométries, les valeurs de CO2. Vous voyez en haut à droite les concentrations en particules fines avec un indice de qualité de l'air. Et puis en bas à droite, la partie économie d'énergie avec des pictogrammes visuels qui permettent à l'utilisateur de très vite comprendre et être dans un gagnant-gagnant là-dessus et de ne pas trop climatiser par exemple ou surchauffer un bâtiment en maintenant soit une consommation qui soit jugée normale pour le bâtiment, soit comparativement à une année antérieure, soit tout simplement, et c'est des fois une très bonne solution, avec des écarts de température avec l'extérieur qui soient les plus faibles possibles pour ne pas avoir des dysfonctionnements et puis en tout cas vraiment des trains d'air froid dans les bâtiments. Il faut bien sûr, en plus de ces unités intérieures et de l'utilisateur, il faut que le générateur soit performant, notamment pour garantir les économies d'énergie, pour ne pas avoir à surconsommer pour le confort ou surconsommer pour la qualité de l'air. Donc ici, c'est un groupe extérieur. Sur cette gamme de groupes extérieurs, on travaille sur les COP saisonniers et les ER saisonniers, donc les SCOP, les SER. Et vous voyez que sur ces gammes de produits, on arrive à atteindre des SCOP jusqu'à plus de 5 et des SER qui sont près de 10. Donc tout ça, grâce bien sûr au produit, au physique du produit, mais à toute l'intelligence artificielle qui va être mise dedans. On parlait d'hygrométrie tout à l'heure. L'hygrométrie, c'est une notion finale du confort, mais c'est aussi une composante qui va nous permettre de faire réguler énergétiquement et d'utiliser l'hygrométrie pour augmenter l'efficacité de nos machines. Donc en connaissant les hygrométries intérieures et extérieures, on arrive à augmenter les performances saisonnières de nos machines. Donc il y a pas mal de systèmes comme ça,
avec de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'intelligence artificielle qui vont permettre de réduire les consommations. Et on va venir après sur la maîtrise des consommations. Mais bien sûr, tous ces COP et SCOP et SER sont certifiés par Eurovent. Et c'est relativement nouveau. On a aussi des PEP pour couvrir les ACV sur la RE 2020, des PEP sur ces produits-là. Et on a fait le choix, on est un des seuls à avoir fait le choix de faire tout de suite des PEP individuels, donc qui soient les plus performants possibles et pas calés sur un mix produit du marché. Vraiment valoriser les performances de nos produits, donc des PEP individuels aussi sur ces gammes-là, qui seront dans la base Inès très prochainement. Tout ça, il faut que ça fonctionne avec une GTB. Une GTB, une GTC, c'est primordial parce que pour la partie confort, adhérence de l'utilisateur, le produit pourrait fonctionner tout seul. Par contre, dès lors qu'on va le faire rentrer dans un ensemble plus grand, avec d'autres capteurs, avec d'autres lots, qu'on va vouloir faire de l'interopérabilité, et qu'on va vouloir maîtriser les consommations, il faut qu'on puisse utiliser les autres équipements. Donc pour ça, il nous faut une GTB ou une GTC. Le problème de ces GTC, GTB aujourd'hui, c'est que malgré qu'elles puissent faire des économies d'énergie, et c'est souvent au départ pour ça qu'elles sont là, c'est pour réduire environ de 20% les consommations. Le problème, c'est que l'investissement au départ, il est très important. Ce qui fait que forcément, il y a une très faible pénétration des GTC importantes dans les petits bâtiments ou les moyens bâtiments. On a de la GTC uniquement sur les grands ensembles. Ou alors, quand on va mettre de la GTC, GTB sur des bâtiments plus petits, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'interaction entre les lots et on est très limité à visualisation ou contrôle très simple des systèmes, mais sans véritable ingénierie et sans véritable intelligence du système complet et pas du lot par lot. D'où cette solution AC Smart. Donc l'AC Smart, c'est ce régulateur qui en fait ressemble à une tablette qu'on vient fixer au mur. Cette tablette est connectée à nos produits, bien sûr. Et cette interface, qui est, donc vous le voyez comme ici, vraiment visuelle, simple à comprendre, elle est tactile, c'est vraiment comme une tablette. Elle a une fonction passerelle, donc on peut l'utiliser aussi pour des très grands bâtiments, mais son usage premier, et celui dont je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment le fonctionnement autonome, comme une micro GTB. Ça permet de visualiser et de piloter les différents équipements du lot GTC, du lot CVC, pardon, de faire de l'intelligence entre les systèmes, puisqu'on va pouvoir reprendre tous les systèmes du bâtiment, d'afficher les consommations électriques, de les maîtriser. Donc c'est un point sur lequel je reviendrai, qui est hyper important et qui est de plus en plus important, notamment avec la loi Elan. Et pour la maintenance, de faire du routage des anomalies de diagnostic pour pouvoir diagnostiquer à distance et donc plus vite. Donc tout d'abord, cette visualisation et ce pilotage des équipements. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une base HTML5. Donc je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous, la base HTML5, mais l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'application. Vous allez directement depuis un navigateur, vous tapez l'adresse IP et vous accédez directement au produit sans avoir une appli, un logiciel ou quoi que ce soit. Ce qui fait que c'est donc accessible depuis n'importe quel smartphone de n'importe quelle marque, depuis un PC, depuis un Mac, depuis tout ce qu'on veut. Vous avez donc une interface qui va être ensuite adaptée en fonction du support. Que vous soyez sur un PC avec un très grand écran ou que vous soyez sur un smartphone, forcément, on va avoir une interface différente. Et ça, sans aucune application ou sans aucun logiciel. On a une arborescence de type Windows, c'est-à-dire que des dossiers, des sous-dossiers dans lesquels on va ranger, donc tout le monde se repère à ce fonctionnement. On a une navigation visuelle. Ce qu'on appelle une navigation visuelle, c'est que plutôt que, comme en bas à gauche sur l'image, vous ayez une liste d'unités intérieures, ici, on va pouvoir intégrer un plan de bâtiment. Et quand je parle d'un plan, ça peut être une image JPEG, tout simplement, une image du bâtiment, et on va venir par glisser-poser, venir poser les différents équipements pour qu'un utilisateur, et pas un gestionnaire de parc, qu'un utilisateur puisse savoir qu'est-ce qu'il est en train de contrôler, qu'est-ce qu'il est en train de voir. On va rajouter aussi de l'intelligence entre systèmes, puisque à partir de ce produit-là, on va pouvoir mettre en interférence pas uniquement nos produits, mais aussi
tout autre produit, notamment des sondes, des interrupteurs, des détecteurs, qui vont pouvoir être branchés et pouvoir rajouter à l'intelligence du système en faisant des scénarios. Ces scénarios, on va pouvoir les construire d'une façon très simple, sans être programmateur, avec des fonctions et ou si sauf, donc des fonctions simples, où on met si il fait plus de 26 dans la pièce et qu'il y a un taux de CO2 qui est supérieur à 30% par exemple, eh ben, on va augmenter la vitesse de ventilation de la centrale de traitement d'air, par exemple. Donc tout ça, c'est complètement programmable. Et on peut autoriser des dérogations ou pas. C'est est-ce qu'on laisse la main à l'utilisateur pour venir contre ou pas, en fonction de la sécurité et du confort qu'on souhaite avoir. Donc ça peut être des choses relativement simples. Donc tout simplement une réinitialisation des plages de réglage, hein. C'est-à-dire qu'on autorise l'utilisateur à 20 degrés en hiver et puis 27 en été. Et c'est de revenir tous les matins sur cette programmation-là, ce qui fait qu'il va être obligé d'y déroger tous les jours si vraiment il veut changer cette température-là. J'en ai mis d'autres, hein, mais ça peut être la température extérieure qui va limiter la température d'ambiance. Et puis ça va être la possibilité de couper la clim tout simplement quand les lumières sont éteintes dans un bâtiment tertiaire où en général les lumières sont allumées en cas de présence. En fonction bien sûr du débit d'air neuf, de l'humidité, du CO2, même pour faire du stockage d'eau chaude sanitaire. Donc on peut vraiment tout réfléchir, tout penser en ayant des choses hyper simples, juste par glisser-poser, si, ou, sauf, et ainsi de suite. L'affichage de consommation, c'est aussi quelque chose de très important. Donc il y a le côté écologique dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les maîtrises de consommation, mais c'est aussi de pouvoir refacturer, puisque on l'a vu dans les logements HLM hein, il y a quelques temps, avec l'obligation de refacturation par usage. Ça permet aussi, cette refacturation, de facturer l'utilisateur vraiment avec ce qu'il consomme et donc l'inciter à moins consommer. Donc cette refacturation, elle va pouvoir se faire de toutes les manières qu'on veut, c'est-à-dire que zone par zone, en kilowattheure, on va savoir qu'est-ce qui est consommé unité intérieure par unité intérieure, donc pièce par pièce. Et ensuite, on va faire des zones. Et donc chaque zone, on saura quelles vont être les consommations qui vont être définies. Donc à partir d'un même générateur, on a un même générateur qui produit pour tout le monde. Et on saura qu'est-ce qui a été généré pour la pièce 1, la pièce 2, et ainsi de suite. C'est complètement évolutif. On peut changer les affectations et on peut bien sûr consulter et sauvegarder sur PC ou envoi par email depuis l'extérieur. Donc il faut aussi pouvoir les maîtriser et les réduire, ces consommations d'énergie. Pour pouvoir les réduire, c'est que déjà, première chose, c'est une démarche vertueuse ou un respect tout simplement des objectifs de la loi Elan ou toute autre utilisation qu'on veut en avoir. En tout cas, on va pouvoir fixer des objectifs de consommation mois par mois pour arriver à ne pas dériver dans l'année. Ces objectifs, on va les fixer directement dans le système, encore une fois sans être programmateur, hein, vraiment avec on remplit des cases avec des kilowattheures. En général, on fait ça à N+1 puisqu'on a un historique de conso sur une première année. Et en cas de dérive, en cas de surconsommation, c'est le système qui automatiquement va prendre la main pour réduire les consommations d'énergie. Alors les consommations d'énergie, on ne les réduit pas bien sûr par magie. On va faire ce qu'on appelle un délestage programmé. Un délestage programmé, c'est utilisé avec une extrapolation des consommations. C'est-à-dire qu'on voit la dérive de consommation, on se dit, on est le 4 du mois pour faire simple, et on voit qu'on va dépasser l'objectif de conso. Dans ce cas-là, on va arrêter le chauffage et la clim sur certaines zones d'un bâtiment et de manière très rapide. C'est-à-dire qu'on va privilégier des zones de réunion, par exemple, qu'on ne va jamais délester. Et au contraire, on va délester des zones de couloir, des zones de hall d'entrée, et puis un peu moins prioritairement des zones de passage, encore moins prioritairement des bureaux individuels. Et on va gérer ça. Et l'arrêt va se faire que pendant 3 minutes ou 5 minutes. Ce qui fait que l'utilisateur ne va pas véritablement sentir cette consommation, cette coupure du chauffage ou de la climatisation. Par contre, en termes de consommation, ça va se voir tout de suite et ça va nous permettre de réduire. Donc soit sur l'objectif, soit tout simplement pour réduire les consos.
On va bien sûr pouvoir, pour la maintenance, faire du routage d'anomalies. On va envoyer un email en cas d'anomalie, même lorsqu'elle est mineure. On envoie un email à une liste d'emails qui va être prédéfinie. On a possibilité d'accéder directement à l'historique des défauts pour la maintenance, pour pas qu'ils se déplacent soit pour rien, soit sans avoir le matériel adéquat pour l'intervention. Et on va pouvoir voir tous les paramètres de fonctionnement du système depuis le smartphone, la tablette, l'ordi en déporté pour pouvoir vérifier le fonctionnement instantané. Alors, pour synthétiser, ce système-là, il permet de gérer le confort, la qualité de l'air, les économies d'énergie, de maintenir l'utilisateur au centre du système. Ça, c'est vraiment un point qui est primordial si on veut que les bâtiments soient réellement utilisés comme ils ont été conçus. Il permet de s'adapter à tous les projets et au fur et à mesure du projet, puisque il n'y a pas besoin d'être informaticien. On vient faire des modifications au fil de l'eau pour coller à l'utilisation. On prend en compte toutes les contraintes d'aujourd'hui. Alors bien sûr la crise sanitaire, mais toutes les autres contraintes qui sont liées à l'énergie, qui répondent aux exigences bien sûr de la RE 2020, que ce soit par les performances énergétiques, que ce soit par les ACV, par les PEP individuels. Bien sûr, des outils pour la loi Elan, qui permet donc de réduire et de maîtriser ces consos avec des historiques qui vont être rentrés en fonction des bâtiments. Et bien sûr, c'est en ligne avec le défi écologique qu'on a tous, c'est de faire des bâtiments les plus performants et les plus économes pour demain. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur ce système-là ou un peu plus largement ? Merci. Merci, bonjour. La dérive de consommation peut être due à la température extérieure qui baisse l'hiver ou qui monte l'été, enfin l'ensoleillement. Donc pour le délestage, est-ce que vous en tenez compte ou... Oui, on en tient compte. Alors, pas directement dans le programme de base, c'est-à-dire que le programme de base va en effet uniquement se baser sur un historique, mais on vient rajouter des corrections. Ces corrections, elles vont faire des exceptions en fait aux maîtrises des consommations pour arriver justement à prendre en compte que ce soit les températures extérieures, que ce soit le nombre de personnes présentes dans le bâtiment, ça peut être un des cas, ou tout autre phénomène. Donc la prise en compte, elle n'est pas complètement automatisée, elle doit être paramétrée, mais il y a bien une prise en compte. Bonjour. On a vu que le système était basé sur les filtres. Ma question elle est toute simple. Comment est-ce que je gère la maintenance des filtres? Est-ce que c'est du périodique? Est-ce qu'il y a un capteur sur le filtre, etc. Alors ça dépend des filtres. Lorsqu'on est sur des filtres avec du particule fine, ces filtres-là, il y en a certains qui vont être équipés de pressostat, donc pour la gestion vraiment en réalité sur l'encrassement du filtre. La majorité sont faits sur du périodique. Donc on va avoir non pas un renouvellement du filtre, un nettoyage du filtre de façon périodique. Et même chose pour la maintenance des filtres UV. Les filtres UV, ce sont des filtres qui vont devoir être remplacés en fonction de durées qui sont beaucoup plus longues que de la filtration normale, où on va dire qu'un filtre normal, en fonction de pas mal de critères qu'on donne d'utilisation, on est entre du 2 mois et 8 mois de maintenance. Les filtres UV, on est sur 1 an, 2 ans, mais il y a bien un remplacement des filtres à effectuer ou un nettoyage en fonction des technologies utilisées. Eh ben, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi.